Ma femme a transformé une fête, surprise, en une annonce de divorce. Les gens ont applaudi quand elle a dit qu'elle était, de nouveau libre. Elle s'attendait à ce que je m'effondre. Au lieu de cela, je suis parti sans un mot. 4 semaines plus tard, elle s'est présentée à ma porte, trempée et tremblante. Ma femme a transformé notre célébration d'anniversaire en une annonce de divorce devant 40 personnes. Ils ont effectivement applaudi quand elle s'est déclarée, de nouveau libre. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que je ne la supplierais pas de reconsidérer sa décision. Tout a commencé un jeudi soir, lorsque Juliette est rentrée à la maison avec une énergie électrique qui m'a immédiatement rendu nerveux. J'étais dans la cuisine, consultant des échéanciers de projets sur mon ordinateur portable, quand elle a fait irruption par la porte de notre appartement du Marais, vibrant littéralement d'excitation. Nous devons aller dans un endroit spécial ce samedi, a-t-elle annoncé en posant son sac sur le comptoir. J'ai organisé quelque chose de très important pour nous. J'ai levé les yeux de mon écran. Quel genre de chose? C'est une surprise. Fais-moi confiance sur ce coup-là. Elle sautillait sur place comme une enfant le matin de Noël. Nous devons être au Plaza Athénée à 19h précise. C'est pour notre anniversaire. Quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. Trop calculé, comme si elle avait répété cette conversation dans sa voiture en rentrant. Le Plaza Athénée, j'ai fermé mon ordinateur portable. C'est assez chic pour une annonce faite un jeudi. Ça va être parfait. J'ai invité quelques amis à célébrer avec nous. Elle se dirigeait déjà vers la chambre, parlant par-dessus son épaule. Porte ton costume gris. Le plus beau. Je suis resté assis un moment, fixant l'endroit où elle se tenait. Cette année de mariage m'avait appris à lire ses humeurs, et celle-ci me semblait étrange. Mais j'ai hoché la tête à la cuisine vide et je suis retourné à mon travail, essayant d'ignorer le malaise qui s'installait dans ma poitrine. Le samedi après-midi, Juliette a passé 4 heures à se préparer. Elle avait un rendez-vous chez le coiffeur à midi, est revenue, s'est maquillée 2 fois, et a essayé 3 robes différentes avant d'opter pour une robe de cocktail vert émeraude qu'elle ne portait que pour les grands événements. Je l'ai regardée s'examiner dans le miroir pour la 10e fois, ajustant ses cheveux, répétant son sourire. « Tu es magnifique », lui ai-je dit en ajustant ma cravate. « Merci. » Elle m'a à peine jeté un regard, trop concentré sur son reflet. « Tu es très bien aussi. » Le trajet jusqu'au Plaza Athénée était étrange. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, d'envoyer des textos à quelqu'un, de le ranger, puis de le reprendre 30 secondes plus tard. Toutes les quelques minutes, elle me regardait avec une expression bizarre, comme si elle étudiait mon visage à la recherche de quelque chose. « Alors, dans quoi nous embarquons-nous exactement ?» ai-je demandé alors que nous entrions dans le parking. « Tu verras. Suis simplement mes instructions. »« D'accord. D'accord. » Nous avons traversé le hall de l'hôtel, et je pouvais entendre des voix et de la musique provenant d'une des salles de réception privée. La main de Juliette était sur mon bras, mais j'avais plus l'impression qu'elle me dirigeait qu'elle ne se montrait affectueuse. Quand nous sommes entrés dans la salle, je me suis arrêté net. Il devait y avoir 40 personnes, ses amis du travail, ses amis de l'université, quelques visages que je reconnaissais de diverses fêtes au fil des ans. Sa sœur, Chloé, était là avec son mari. Tout le monde s'est tourné vers nous à notre entrée, et un silence plein d'attente s'est abattu sur la pièce. « Surprise » a crié quelqu'un, mais le mot sonnait creux, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il célébrait. Juliette s'est éloignée de moi et s'est avancée au centre de la pièce. C'est alors que j'ai vu le microphone dans sa main, et soudain j'ai compris. Ce n'était pas une fête surprise pour moi. C'était une performance, et j'en étais le public involontaire. « Merci à tous d'être venus ce soir », a-t-elle commencé, sa voix portant clairement à travers le système de sonorisation. Je sais que certains d'entre vous se demandent pourquoi je vous ai demandé de venir, alors je vais aller droit au but. La pièce est devenue plus silencieuse. Je sentais les regards passer d'elle à moi. Une sensation de froid s'est installée dans ma poitrine. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps au mariage, aux relations, à ce que nous faisons tous vraiment ici. Elle a fait une pause comme si elle donnait une conférence. Et j'en suis arrivé à une conclusion. Le mariage est une institution démodée conçue pour piéger les gens dans des situations qui ne leur conviennent plus. Ça y est, ai-je pensé. Alors ce soir, je veux vous annoncer à tous que je suis officiellement de nouveau libre.
Je reprends ma vie en main. La pièce a éclaté. Les gens se sont mis à applaudir et à acclamer comme si elle venait d'annoncer sa candidature à la présidence. Sa sœur a poussé un cri de joie depuis le fond de la salle. Un type de son bureau a hurlé « Vas-y, ma grande ». Je suis resté là, à regarder ce cirque se dérouler autour de moi, et quelque chose a changé en moi. Pas de chagrin, pas de colère, juste un moment de compréhension limpide. Elle avait orchestré tout cela pour m'humilier publiquement. Elle voulait que je la supplie, que je pleure, que je fasse une scène qui validerait le récit qu'elle avait construit dans sa tête à propos de notre mariage. Elle s'est tournée pour me regarder avec une expression d'attente, comme si elle attendait que je tombe à genoux et que je la supplie de reconsidérer sa décision. Le microphone était toujours dans sa main, espérant probablement que je le saisirais pour faire un discours désespéré sur l'amour que je lui portais. Au lieu de cela, je l'ai regardée pendant exactement 3 secondes. Puis j'ai regardé la foule de gens qui applaudissaient encore mon humiliation publique. Puis j'ai fait la seule chose qu'elle n'avait clairement pas prévue. Je me suis retourné et je suis sorti. Sans mots, sans drame, sans supplication, juste un simple demi-tour avant de marcher vers la sortie, ce qui m'a semblé être la plus longue et la plus courte marche de ma vie. Derrière moi, les applaudissements se sont complètement tus. Je pouvais entendre sa voix, soudainement incertaine, m'appeler par mon nom à travers le microphone, mais je ne me suis pas retourné, je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi, la laissant expliquer à 40 personnes confuses pourquoi son grand final venait de quitter la scène sans suivre le script. Je suis rentré vers 20h30 ce soir-là et je me suis servi un bourbon. Non pas parce que j'étais anéanti, mais parce que j'avais de sérieuses réflexions à mener, et le bon whisky m'aide à penser clairement. Elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Elle est probablement restée chez sa sœur Chloé, s'attendant à ce que j'appelle pour m'excuser de ne pas avoir joué le rôle qui m'était assigné dans son petit drame. Mon téléphone est resté silencieux sur le comptoir de la cuisine, et cela me convenait parfaitement. Dimanche matin, j'ai commencé à faire des changements. Je me suis assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes et mon téléphone, l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. Première action, les comptes bancaires. C'était dimanche, mais notre banque offrait un accès en ligne complet. Je me suis connecté et j'ai retiré Juliette comme utilisatrice autorisée de nos comptes chèques et épargne joint. Ensuite, j'ai transféré exactement la moitié du solde sur son compte séparé qu'elle avait ouvert des années auparavant. Juste, sans rancune. J'ai changé tous les mots de passe et les questions de sécurité. L'ensemble du processus a pris 20 minutes. Deuxièmement, j'ai appelé notre compagnie d'assurance, laissé un message vocal détaillé pour retirer Juliette de mon régime de santé, en citant la séparation conjugale, avec effet immédiat. Troisièmement, le serrurier, prévu pour lundi matin. Toutes les portes extérieures ainsi que le code du garage à réinitialiser. Puis est venue la partie la plus difficile. J'ai commencé à emballer ses affaires. Pas en colère, sans jeter les choses, juste de manière systématique, organisée. J'ai parcouru le placard, les tiroirs, la salle de bain. Tout ce qui lui appartenait est allé dans des boîtes. J'ai étiqueté chacune d'elles clairement et les ai chargées dans ma voiture. À midi, j'avais loué un box de stockage chez une box à louer, rue de Tolbiac, unité 247. J'y ai déplacé toutes ces boîtes, gardé le reçu et noté le code d'accès. À 14h30, je lui ai envoyé un texto, « Tes affaires sont dans le box de stockage numéro 247 chez une box à louer, rue de Tolbiac. Code d'accès 4729. » Elle a appelé 3 minutes plus tard. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. « Qui a-t-il ? Qui a-t-il » Sa voix était vive, incrédule. « Tu es sérieux, là ? Tu viens de me bloquer l'accès à nos comptes. Tu as annoncé que tu étais libre. Les gens libres ont leur propre compte. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Parce que je suis officiellement de nouveau libre me semblait assez clair. Nous devons parler. Je rentre à la maison. Non, tu ne rentres pas. Pardon ? Tu as annoncé que tu étais célibataire. Les célibataires ne vivent pas dans ma maison. Notre maison. Vérifie l'acte de propriété. C'est mon appartement. Il l'a toujours été. Tu y vivais simplement parce que nous étions mariés. Mais d'après ton petit discours d'hier soir,
nous ne sommes plus mariés. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer à l'autre bout du fil. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. C'est aussi ma maison. C'était, au passé. Tu as fait ton choix devant 40 témoins. Je ne fais que respecter ce choix. Tu es ridicule. Vraiment? Parce que je suis presque sûr que ce qui était ridicule, c'était d'annoncer notre divorce à une fête surprise sans même avoir entamé la procédure. Je suis juste pragmatique. Elle m'a raccroché au nez. J'ai fini mon café et je suis retourné organiser ses affaires, m'assurant de n'avoir rien oublié. 1 heure plus tard, elle martelait la porte d'entrée. Je pouvais la voir par la fenêtre, portant toujours cette robe verte de la veille, l'air nettement moins apprêté que pour sa grande annonce. J'ai ouvert la porte mais je suis resté sur le seuil, sans l'inviter à entrer. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle exigé. « Rien du tout. Je me sens merveilleusement bien, en fait. Laisse-moi entrer. Nous devons parler de ça. Il n'y a rien à dire. Tu as été très clair hier soir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vraiment ? Parce que le mariage est une institution démodée et je suis officiellement de nouveau libre semblait assez clair. Y avait-il une signification cachée que j'ai manquée ? Son visage devenait rouge maintenant. Je voulais juste marquer un point. Quel point, exactement ? Que tu aimes m'humilier publiquement ? Que notre mariage a si peu de valeur pour toi que tu transformerais sa fin en un divertissement pour tes amis ? Aide-moi à comprendre l'intérêt de la chose. Je voulais que tu te battes pour nous. Je voulais que tu montres une émotion. J'ai ri à cela. Alors, ton plan magistral était d'annoncer notre divorce publiquement, d'espérer que je ferais une scène en te suppliant de reconsidérer, et puis quoi ? Tu m'aurais gracieusement repris devant tout le monde ? C'était ça, ton idée du romantisme ? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. J'avais juste besoin de savoir que tu tenais encore à moi. Je tenais à toi. Au passé, encore une fois. Mais voilà le truc avec le respect, une fois que tu le perds, tu ne le récupères pas en expliquant pourquoi tu l'as jeté. Alors, c'est tout ? Tu abandonnes tout simplement 7 ans de mariage. Je n'abandonne rien du tout. C'est toi qui as abandonné hier soir. Je ne fais que rattraper mon retard. Elle a essayé de me pousser pour entrer dans la maison, mais je n'ai pas bougé du seuil. Tes affaires sont dans le box de stockage. Comme je l'ai dit, je le laisserai déverrouiller pour que tu puisses les récupérer quand tu veux. Mais tu ne vis plus ici. Tu ne peux pas être sérieux. Mortellement sérieux. Tu voulais être célibataire. Félicitations. Profite de ta liberté. J'ai fermé la porte et les verrouillé. Elle a martelé la porte pendant encore environ 10 minutes, criant à travers le bois à quel point j'étais déraisonnable, que nous devions parler comme des adultes, que je réagissais de manière excessive. Je suis monté à l'étage et j'ai pris une longue douche chaude. Quand je suis sorti, les coups avaient cessé et sa voiture était partie. Ce soir-là, elle a commencé à m'envoyer des textos. De longs paragraphes sur le fait qu'elle avait fait une erreur, qu'elle voulait juste que je montre que je tenais à elle, que nous pourrions surmonter ça si seulement je la laissais rentrer pour s'expliquer. J'ai lu chaque message et les supprimé sans répondre. Si elle voulait si désespérément être célibataire au point de l'annoncer publiquement, alors elle pouvait faire l'expérience de ce que célibataire signifiait vraiment. Mon téléphone a sonné de nouveau vers 22 heures. J'ai répondu dès la première sonnerie cette fois. Quoi ? S'il te plaît, parle-moi. 5 minutes. Laisse-moi t'expliquer. Tu as eu 7 ans pour expliquer ce que tu ressentais. Tu as choisi de le faire avec un microphone devant 40 personnes au lieu d'avoir une conversation avec ton mari. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur l'importance que mes sentiments avaient pour toi. Ce n'est pas juste. Juste ? Tu veux parler de justice ? Il aurait été juste de me respecter assez pour discuter de tes problèmes en privé. Il aurait été juste de ne pas transformer notre mariage en un spectacle comique pour tes amis. Mais tu ne voulais pas de justice. Tu voulais du drame. Eh bien, voilà ton drame. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. La maison était silencieuse cette nuit-là. Paisible, même. Pour la première fois en des mois, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller en me demandant ce que j'avais fait de mal ou comment je pouvais réparer ce qui était brisé entre nous.
Le lundi matin a apporté les conséquences auxquelles elle n'avait pas pensé. Le serrurier est arrivé à 8 heures, et je suis resté assez longtemps pour le faire entrer et lui donner des instructions avant de partir travailler. Au moment où je suis arrivé à mon bureau à La Défense, j'avais 3 textos d'amis communs qui étaient à la fête. Celui d'Alexandre disait « Mec, c'était dur ce qu'elle t'a fait samedi. Franchement, j'étais mal à l'aise de regarder tout ça. » Benoît Dubois, salut, je voulais juste que tu saches que tout le monde n'a pas trouvé cool la façon dont elle a géré ça. Un autre de quelqu'un que je connaissais à peine, il fallait du courage pour simplement sortir. Respect. Apparemment, après que le choc initial se soit dissipé et que les gens aient eu le temps de réfléchir à ce dont ils avaient été témoins, l'ambiance avait changé. Ce qui semblait être une émancipation féminine pleine de pouvoir le samedi soir ressemblait beaucoup plus à de la cruauté publique sous la dure lumière du lundi matin. Mardi, Juliette s'est présentée à l'appartement pendant la journée. J'étais au travail, mais mon voisin m'a envoyé un texto pour me dire que quelqu'un martelait ma porte depuis 20 minutes. Quand je suis rentré ce soir-là, il y avait un mot collé sur la porte, écrit à la hâte sur du papier de cahier. Je l'ai jeté sans le lire. Mercredi matin, je me suis arrêté au café des Penseurs sur la rue de Rivoli, mon café habituel avant le travail. Alexandre Rousseau était là, l'air mal à l'aise en me voyant. « Salut, mec », a-t-il dit en se balançant d'un pied sur l'autre. « Salut. Écoute, je dois dire quelque chose. Ce qui s'est passé samedi. Ça n'a pas plu à la plupart d'entre nous. C'était brutal à voir. J'apprécie que tu le dises. » Il a hésité, puis s'est approché. Juliette envoie des textos à tout notre groupe d'amis, essayant de nous convaincre de te parler. Mais honnêtement, la plupart d'entre nous sont plutôt dégoûtés par toute cette affaire. Personne ne veut s'en mêler. Cela expliquait pourquoi ces appels s'étaient raréfiés. Elle n'arrêtait pas de dire à tout le monde que tu n'étais pas disponible émotionnellement, a poursuivi Alexandre. Elle donnait l'impression que tu étais le problème, qu'elle était piégée. Mais quand tu es simplement sorti calmement sans faire de scène. Je ne sais pas. Ça nous a tous fait réaliser que c'était peut-être elle qui était dans le drame. Je l'ai remerciée et j'ai pris mon café. En marchant vers mon bureau, j'ai pensé à la rapidité avec laquelle le récit changeait. Les gens qui avaient applaudi son annonce remettaient maintenant en question ce dont ils avaient réellement été témoins. Jeudi soir, je suis allé à l'usine pour mon entraînement habituel. J'étais à mi-parcours de ma routine quand j'ai remarqué Juliette sur le tapis de course de l'autre côté de la salle. Elle n'avait jamais fait de sport un seul jour de tout notre mariage. Mais elle était là, dans des vêtements de sport flambant neufs, positionnés de manière à pouvoir me regarder directement. J'ai terminé mes séries, me suis dirigé vers les vestiaires, et les trouvé attendant devant la porte des vestiaires pour hommes quand je suis sorti. « Pouvons-nous parler, s'il te plaît » a-t-elle dit. Un membre du personnel nous a remarqués. « Est-ce que tout va bien ici ?» C'est mon ex-femme, ai-je dit. Nous sommes séparés. « Madame, je vais devoir vous demander de le laisser tranquille, a dit le membre du personnel. » Le visage de Juliette est devenu rouge. Elle m'a regardé, puis le membre du personnel, puis de nouveau moi. Sans un mot, elle est partie en trombe. Vendredi a apporté une approche différente. Je déjeunais avec Benoît Dubois à la Marée quand son téléphone a vibré. « C'est la sœur de Juliette », a-t-il dit en regardant l'écran. « Chloé veut que je la rencontre pour un café pour discuter de toi et Juliette. »« Que as-tu dit ?» Je lui ai dit, « Tu as de bonnes raisons de faire ce que tu fais, et je ne m'en mêle pas. » Il a posé son téléphone. « Mec, elle est vraiment en train de s'effondrer. » Samedi après-midi, j'étais à la maison en train de lire quand on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Christine Weber, la meilleure amie de Juliette depuis l'université. J'ai ouvert la porte. Christine avait l'air sincèrement bouleversée. « Je dois vous présenter mes excuses », a-t-elle dit avant même que je puisse dire bonjour. « Pourquoi ? » Pour ne pas avoir parlé samedi soir. Pour l'avoir laissé vous faire ça. Pour avoir applaudi alors que j'aurais dû partir. Elle a secoué la tête. Je l'écoute se plaindre de votre mariage depuis des mois, et je pensais qu'elle avait peut-être raison. Mais maintenant, je réalise qu'elle peignait un tableau qui n'était pas réel. Qu'avez-vous vu samedi soir ? Une femme humiliant un homme qu'il aimait clairement. Une femme si désespérée d'attention et de contrôle qu'elle détruirait son mariage publiquement juste pour prouver quelque chose.
Elle avait l'air vraiment honteuse. Et je l'ai aidée à le faire. Je l'ai aidée à réserver la salle, à coordonner avec les gens. Je pensais que ce serait une sorte de renouvellement de vœux ou de réconciliation. Elle ne m'a dit ce qu'elle prévoyait réellement que vendredi soir. Et à ce moment-là, tout le monde était déjà invité. Elle a fait son choix. Vous étiez juste là quand elle l'a fait. Elle s'effondre, vous savez. Personne d'entre nous ne veut plus être avec elle. Elle n'arrête pas d'appeler, d'envoyer des textos, de se présenter chez nous pour que nous l'aidions à arranger ça. Christine a croisé mon regard. Mais il n'y a rien à arranger. Elle a brisé quelque chose qui ne peut pas être réparé. Après son départ, je me suis assis sur ma terrasse avec une bière et j'ai pensé à la rapidité avec laquelle tout avait changé. Une semaine auparavant, j'étais marié à une femme qui avait si peu d'estime pour moi qu'elle transformerait nos problèmes de couple en un divertissement public. Maintenant, j'étais libéré de cette toxicité, et même ses amis les plus proches admettaient qu'elle avait eu tort. La deuxième semaine a apporté une escalade. Lundi matin, Juliette attendait près de ma voiture dans le parking du travail. Je suis passé devant elle et suis monté dans ma voiture sans un regard. Elle a frappé à la vitre, parlant à travers le verre de thérapie et de seconde chance. J'ai démarré le moteur et je suis parti alors qu'elle parlait encore. Mardi, elle est apparue à la grande épicerie de Paris pendant que je faisais mes courses. Elle m'a suivi dans l'allée des céréales, plaidant sa cause dans mon dos sur la façon dont nous pourrions arranger les choses si je lui donnais juste une chance. J'ai terminé mes courses et les laissé debout entre les paquets de céréales. Mercredi, ses émissaires sont entrés en scène. La mère de Juliette, Diane Valois, a appelé mon portable. Michel, cela affecte tout le monde. Ne pouvez-vous pas arranger les choses? Votre fille a annoncé notre divorce publiquement, Madame Valois. Je ne fais que suivre le mouvement. Elle a fait une erreur. Elle a toujours été dramatique. Être dramatique, c'est faire un caprice. Ce qu'elle a fait était une humiliation calculée. Il y a une différence. Mais vous êtes ensemble depuis 7 ans. Elle a choisi son public plutôt que son mari. Ce n'est pas un mariage qui vaut la peine d'être sauvé. Je pense que vous êtes déraisonnable. Alors nous devrons être en désaccord sur ce point. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse me faire culpabiliser davantage. Jeudi, j'étais de retour à la salle de sport quand j'ai remarqué Juliette utilisant l'elliptique, toujours dans ses vêtements de sport flambant neufs, toujours en me fixant. Quand je suis allé au vestiaire, elle m'a suivi jusqu'à la porte et est restée là, à attendre que je sorte. Le personnel de la salle a dû lui demander de quitter le bâtiment. Vendredi fut le comble de son désespoir. Des fleurs sont arrivées à mon bureau avec une carte qui disait « Je suis désolé », d'une écriture qui ressemblait à une tentative d'enfant en cursive. Puis, pendant ma réunion de 14 heures avec un client, un télégramme chanté est arrivé. Une vraie femme dans un costume ridicule chantant une chanson sur le pardon pendant que mon client était assis là, dans un silence confus. J'ai remercié la chanteuse, lui ai donné un pourboire de 20 € et j'ai continué la réunion comme si de rien n'était. Mon client a été impressionné par la façon dont j'ai géré la situation. Il l'a même mentionné plus tard, disant que cela montrait un bon caractère sous la pression. Ce week-end-là, Juliette a commencé à publier sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas vu directement car j'avais bloqué ses comptes le lendemain de son annonce, mais des amis n'arrêtaient pas de m'envoyer des textos à ce sujet. Des citations critiques sur la dépression et la solitude. De vieilles photos de nous ensemble avec des légendes sur les temps meilleurs et se battre pour l'amour. Des publications vagues sur le fait d'apprendre qui se soucie vraiment. La section des commentaires n'allait pas dans son sens. Apparemment, les gens demandaient pourquoi elle avait fait l'annonce en public en premier lieu. Certains me défendaient. Le dimanche soir, elle a tout supprimé. Dimanche soir, elle a essayé l'option nucléaire. Elle a appelé, prétendant avoir une sorte d'urgence, pleurant hystériquement en disant qu'elle avait des ennuis et avait besoin d'aide. Comme je ne me suis pas précipité immédiatement, sa sœur Chloé a appelé avec la même histoire. J'ai conduit jusqu'à chez Chloé, mais pas parce que j'étais inquiet pour Juliette. J'y suis allé parce que je voulais voir jusqu'où elle était prête à descendre. Juliette a ouvert la porte, en parfaite forme. Aucune urgence en vue, juste les yeux rouges d'avoir pleuré et le désespoir écrit sur son visage. « Tu es venu ?» a-t-elle dit, comme si cela prouvait quelque chose. « Ta sœur a dit que tu avais des ennuis. »
Je vois que ce n'est pas le cas. Je m'en vais. Attends, s'il te plaît. Je voulais juste te parler en personne, sans interruption. Alors, tu as menti sur une urgence. C'est ça, ton idée de la communication mature? J'étais désespéré. Tu ne prends pas mes appels. Tu ne veux pas me voir. Tu ne reconnais même pas mon existence. Tu as annoncé que tu étais célibataire. Les célibataires n'ont pas à exiger l'attention de leurs ex-maris. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu l'as planifié, organisé, exécuté parfaitement. La seule erreur a été de supposer que je jouerais le jeu de ton drame. Elle a attrapé mon bras alors que je me tournais pour partir. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. Je ne peux me concentrer sur rien. Tu me manques tellement. Ça me tue. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis sur son visage. C'est ça, l'effet des conséquences. Tu t'y habitueras. Comment peux-tu être si froid? Tu as jeté 7 ans pour les applaudissements de gens qui nous connaissent à peine. Tu as choisi ton public plutôt que ton mari. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Je me suis libéré de son emprise et je suis retourné à ma voiture. Elle m'a suivi, parlant toujours, plaidant toujours, essayant toujours de négocier sa sortie du trou qu'elle s'était creusé. En partant, je pouvais la voir dans mon rétroviseur, debout, seule dans l'allée de sa sœur, comprenant enfin que certains ponts ne peuvent être reconstruits une fois qu'on les a brûlés devant 40 témoins. La 3e semaine a apporté plus de la même chose. Lundi, Chloé a appelé mon bureau en prétendant que Juliette était en crise. J'ai demandé si elle avait besoin des urgences. Chloé a dit non, mais Juliette avait vraiment du mal. Je lui ai dit que Juliette devrait appeler un thérapeute et j'ai raccroché. Mercredi, une lettre manuscrite de 6 pages est arrivée à mon bureau. Des excuses, des promesses, des explications sur le fait qu'elle voulait juste que je me batte pour nous. J'ai lu la première page et je l'ai jetée. Quand Benoît a demandé si je l'avais lu en entier, j'ai dit que j'en avais saisi l'essentiel. Vendredi soir, j'étais sorti avec des amis du travail au Select, sur le boulevard du Montparnasse. Nous regardions le match quand Juliette est entrée avec ses amis. Il était évident qu'elle savait que je serais là, Alexandre avait publié notre emplacement sur Instagram. Elle s'est approchée de notre table. Pouvons-nous juste parler, s'il te plaît? Nous regardons le match. S'il te plaît, pars. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. J'ai regardé mes collègues. C'est la femme qui a annoncé notre divorce à une fête surprise il y a 3 semaines. L'un d'eux a sifflé. Waouh, c'était toi. Cette histoire a fait le tour de la ville. Le visage de Juliette est devenu rouge. Ne fais pas ça ici. Faire quoi? Dire la vérité? Je pensais que tu étais une adepte des annonces publiques. Elle est partie en trombe. Mes collègues m'ont regardé avec un mélange de sympathie et de respect. Il fallait du courage, a dit l'un d'eux. Partir comme ça semblait juste être la bonne chose à faire, ai-je dit. Le mardi de la 4e semaine, mon frère Thomas a appelé de Lyon. Notre mère lui avait parlé de la situation. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, a-t-il dit. Voir comment tu tenais le coup. Je vais bien. En fait, mieux que bien. Maman a dit que Juliette appelait tout le monde, essayant de pousser les gens à te faire pression. C'est vrai. Ça ne marche pas. Tant mieux. Tu sais, tu ne peux pas te forcer à respecter quelqu'un pour l'aimer de nouveau. Elle a détruit ça elle-même quand elle a transformé votre mariage en une performance. Nous avons parlé un peu plus longtemps. Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un d'extérieur à la situation qui valide ma réaction. Thomas avait toujours été direct, et son soutien comptait pour moi. Le jeudi soir de la 4e semaine, tout a atteint son paroxysme. J'étais seul à la maison, m'étant préparé un steak parfait, j'avais ouvert une bouteille de Cabernet que je gardais. Le match des séries éliminatoires était à la télévision, et je me sentais plus paisible que je ne l'avais été depuis des mois. Vers 21h, il a commencé à pleuvoir. Pas une pluie ordinaire, mais une de ces averses torrentielles qui vous rend reconnaissant d'être à l'intérieur avec un toit sur la tête et un bon repas. À 21h30, j'ai entendu frapper doucement à la porte d'entrée de mon immeuble. Je vis dans un immeuble sécurisé dans le Marais, alors je suis allé à l'interphone.
À travers la caméra, j'ai pu voir Juliette debout dehors sur les marches du rez-de-chaussée. Elle était trempée jusqu'aux os. Pas de parapluie, pas de veste, juste un jean et un t-shirt collés à son corps. Ses cheveux étaient plaqués, le mascara coulant sur ses joues. On aurait dit qu'elle était là depuis un moment. Elle a frappé de nouveau, plus désespérément cette fois. Je pouvais entendre sa voix à travers le haut-parleur de l'interphone. « S'il te plaît, laisse-moi juste entrer. Nous devons parler. » Je suis resté là à la regarder à travers la caméra de sécurité, absorbant l'image complète. C'était la même femme qui s'était levée devant 40 personnes 4 semaines auparavant, un microphone à la main, annonçant que le mariage était démodé et qu'elle était, de nouveau libre. La même femme qui avait planifié cette humiliation pendant des jours, invité un public pour en être témoin, et s'attendait à ce que je la supplie de me pardonner. Maintenant, elle suppliait sous la pluie. L'ironie était parfaite, mais je ne ressentais rien. Aucune satisfaction, aucune justification, aucune envie de jubiler. Juste un vide là où se trouvaient autrefois mes sentiments pour elle. « Je sais que tu es là », a-t-elle dit à travers le haut-parleur. « Je peux voir la lumière à ta fenêtre. S'il te plaît, juste 5 minutes. 5 minutes, c'est tout ce que je demande. 5 minutes. » C'est tout ce qu'elle voulait maintenant. 5 minutes pour essayer d'annuler 4 semaines de conséquences, pour effacer 7 ans d'humiliation publique. Je me suis éloigné de l'interphone et je suis retourné dans mon salon, j'ai pris mon verre de vin et j'ai bu une gorgée. Le steak refroidissait, mais il était toujours parfait. Les coups ont continué pendant encore 10 minutes, parfois doux et suppliants, parfois désespérés et exigeants. Je pouvais entendre sa voix à travers les murs et la pluie, étouffée mais persistante. Je n'ai pas essayé de distinguer les mots. Finalement, les coups ont cessé. J'ai de nouveau regardé l'écran de sécurité. Elle était assise sur les marches de l'entrée de l'immeuble, penchée en avant, la tête dans les mains. La pluie continuait de tomber sur elle. Une partie de moi se demandait combien de temps elle resterait assise là. Une partie de moi se demandait si c'était une autre performance, conçue pour me faire sentir assez coupable pour la laisser entrer. Mais surtout, je me sentais juste fatigué. Fatigué du drame. Fatigué de la manipulation. Fatigué d'être traité comme un personnage secondaire dans l'histoire d'émancipation et d'indépendance de quelqu'un d'autre. Elle avait fait son choix ce soir-là au Plaza Athénée. Elle avait choisi son public plutôt que son mari. L'humiliation publique plutôt que la conversation privée. Les applaudissements plutôt que le respect. Chaque conséquence qui a suivi n'était que le résultat naturel de ce choix. J'ai fini mon vin et je suis monté me coucher. De la fenêtre de la chambre, je pouvais voir qu'elle était toujours là, toujours assise sous la pluie comme une sorte d'héroïne de film tragique attendant sa scène de rédemption. Mais ce n'était pas un film. C'était la vraie vie, où les actions ont des conséquences et où certaines erreurs ne peuvent être réparées avec des larmes sous la pluie. J'ai fermé les rideaux et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, elle était partie. Il y avait un morceau de papier détrempé collé à la porte d'entrée de l'immeuble, probablement une lettre qu'elle avait écrite en étant assise là. Je l'ai jeté sans le lire. La 5e semaine a été marquée par ses dernières tentatives. Pendant le week-end, Juliette a laissé 8 messages vocaux. Je les ai tous supprimés sans les écouter. Lundi matin, j'ai changé de numéro et ne l'ai donné qu'à mes contacts importants. Mardi, Chloé s'est de nouveau présentée à mon bureau. Cette fois, elle a réussi à passer la réceptionniste. Je l'ai rencontrée dans le hall, refusant d'aller dans un endroit privé. Elle s'effondre, a dit Chloé. Elle ne mange pas, ne dort pas. C'est regrettable. Comment peux-tu être si froid? Elle a annoncé notre divorce à 40 personnes sans en discuter avec moi. Elle a transformé notre mariage en un divertissement. Ce sont ses conséquences. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix. Elle l'a planifié pendant des jours, loué une salle, invité des gens. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision. Elle t'aime. Elle aime avoir le contrôle. Il y a une différence. Alors c'est tout? 7 ans ne signifie rien. Il signifiait tout, jusqu'à ce qu'elle décide qu'il signifiait moins que les applaudissements de gens qui nous connaissent à peine. Chloé est partie en pleurant.
Je suis retourné à mon bureau et j'ai conclu une affaire importante cet après-midi-là. Mon patron m'a félicité d'être resté concentré malgré des problèmes personnels. Ma vie professionnelle était florissante pendant que ma vie personnelle se remettait en ordre. Jeudi, j'ai dîné avec Alexandre Rousseau et sa femme. Autour d'un verre, Alexandre m'a dit que Juliette avait quitté Paris. Elle est partie juste après que Chloé ait essayé de te faire parler mardi, a-t-il dit. Elle est allée chez une amie d'université à Nice, pour essayer de prendre un nouveau départ, je suppose. Probablement pour le mieux. Ouais. Elle a perdu la plupart de ses amis à cause de ça. Même Chloé a cessé de lui parler pendant un certain temps. Elle a dit qu'elle s'était sentie utilisée par toutes les tentatives de manipulation. Comment sa mère le prend elle, Diane? J'ai entendu dire qu'elle avait dit à Juliette qu'elle était déçue de la façon dont elle avait tout géré. Cette femme a toujours beaucoup tenu aux apparences, et toute cette affaire l'a embarrassée. J'ai hoché la tête, assimilant tout cela. Juliette perdait tout ce qu'elle pensait avoir gagné par son grand geste. La validation sociale, le système de soutien, le contrôle du récit, tout s'effondrait parce que les gens finissent par voir à travers les performances. Vendredi, je suis allé faire une longue promenade dans le jardin du Luxembourg. C'était une belle journée de fin d'automne, les feuilles devenant orange et rouge, un air vif qui semblait pur dans mes poumons. J'ai remarqué à quel point je me sentais paisible, j'ai réalisé que je ne m'étais pas senti aussi content depuis des mois. La relation se détériorait depuis plus longtemps que je ne me l'étais avoué. Son annonce n'avait fait que clarifier ce qui était déjà brisé. La 6e semaine a apporté une conclusion sans contact. Lundi matin, une enveloppe d'un avocat est arrivée à mon bureau. Juliette demandait le divorce. Les papiers étaient standards, divorce sans faute, partage égal des biens matrimoniaux minimes que nous avions accumulés. Nous avions un contrat de mariage qui protégeait mon appartement, que j'avais hérité de mes grands-parents. Aucune pension alimentaire n'était demandée. J'ai tout signé immédiatement et je l'ai renvoyé le jour même. Vendredi soir, je me tenais à la fenêtre de mon salon, regardant l'horizon de Paris. Les lumières de la ville scintillaient contre le ciel qui s'assombrissait. J'ai pensé aux 6 dernières semaines, à l'annonce surprise, aux conséquences, aux tentatives de manipulation, à la supplication sous la pluie sur mon seuil. Je ne ressentais aucune colère, aucun regret, juste une clarté sur ce que le respect signifie dans une relation. L'amour sans respect n'a pas de sens. L'humiliation publique détruit la confiance de façon permanente. Certains ponts, une fois brûlés publiquement, ne peuvent être reconstruits avec des excuses privées. Partir avec dignité vaut mieux que de rester pour le drame, à chaque fois. J'ai pensé à Juliette quelque part à Nice, essayant de reconstruire une vie qu'elle avait démolie pour les applaudissements de 40 personnes. J'espérais qu'elle avait appris quelque chose de tout cela, mais surtout, j'espérais qu'elle me laisserait tranquille. Mon téléphone a vibré. Un texto de Benoît. On prend un verre demain? Quelques-uns d'entre nous se retrouvent. Oui, ça me va, ai-je répondu par texto. La vie allait de l'avant. C'est tout ce dont elle avait besoin. 3 mois plus tard, c'était début février. Le divorce avait été finalisé en janvier. J'avais été promu directeur dans mon entreprise. Je sortais avec des femmes de temps en temps, rien de sérieux, sans précipitation. J'avais renoué avec des amis qui s'étaient éloignés pendant mon mariage. Je me suis inscrit dans une nouvelle salle de sport, j'ai fait un week-end de ski à Chamonix avec Benoît et d'autres gars. La vie était stable, paisible et tournée vers l'avenir. J'ai appris par des amis communs que Juliette était toujours à Nice, travaillant dans une plus petite agence de marketing. Elle avait complètement perdu le contact avec le groupe d'amis de Paris. Ses réseaux sociaux étaient presque inactifs. Quelqu'un qui l'avait vue a dit qu'elle était différente maintenant, plus calme. Apparemment, l'histoire de son annonce l'avait suivie. Quelqu'un à Nice connaissait quelqu'un qui était à la fête. Les réputations sont des choses étranges. Elles voyagent plus loin qu'on ne le pense. Un matin, je me suis arrêté au café des penseurs pour un café avant le travail. J'attendais ma commande quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. Michel. Je me suis retourné. Diane Valois, la mère de Juliette, se tenait là, l'air mal à l'aise. Madame Valois, comment allez-vous? Je vais bien. Je ne m'attendais pas à vous voir. Elle a hésité. Je voulais vous présenter mes excuses. Ce n'est pas nécessaire.
Si, ça l'est. J'ai élevé Juliette pour qu'elle soit meilleure que ce qu'elle a fait. La façon dont elle vous a traité, la façon dont elle vous a humilié publiquement. J'ai honte de son comportement. J'apprécie. Elle est à Nice maintenant. Je ne sais pas si vous l'avez appris. Si. Elle est différente maintenant. Elle réalise ce qu'elle a perdu, mais je lui ai dit que ce n'est pas quelque chose qu'elle peut réparer. Non, en effet. Vous avez tout géré avec une grâce remarquable, Michel. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, en fait. Bien. Vous le méritez. Nous nous sommes séparés cordialement. J'ai marché jusqu'à mon bureau en pensant à la rencontre. Je ne ressentais rien à propos du regret de Juliette. Aucun désir de jubiler ou de renouer le contact, juste un chapitre clos dans un livre que j'avais déjà remis sur l'étagère. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner dans mon appartement calme. De la musique jouait, le vin respirait sur le comptoir. J'ai pensé à la façon dont les gens me demandent parfois si je regrette ma réaction à l'annonce de Juliette. Si je pense que j'aurais dû lui donner une autre chance, faire preuve de pitié, être le plus intelligent. Ma réponse est toujours la même, absolument pas. Le respect n'est pas quelque chose que l'on peut perdre puis regagner en s'excusant. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut briser publiquement et réparer en privé. Et la dignité n'est pas quelque chose que l'on peut sacrifier pour des applaudissements puis réclamer avec des larmes. Elle voulait si désespérément être libre qu'elle en a fait une célébration publique. Je lui ai juste donné exactement ce qu'elle demandait. Sans regret, sans remise en question. Certaines décisions, une fois prises, n'ont pas besoin d'être réexaminées. 5 mois ont passé depuis cette nuit au Plaza Athénée. Je suis en lice pour le poste de vice-président dans mon entreprise. Je sors avec quelqu'un qui comprend que le respect est le fondement de toute relation qui en vaut la peine. Et Juliette est quelque part à Nice, vivant avec les conséquences d'avoir transformé notre mariage en un divertissement. Parfois, la meilleure réponse à quelqu'un qui essaie de vous humilier est de simplement refuser d'être humilié. Laissez-les se tenir là avec leur microphone et leur public, parlant dans le vide pendant que vous partez avec votre dignité intacte. Les personnes qui valent la peine d'être gardées dans votre vie vous respecteront pour cela. Celles qui ne le font pas ne valaient de toute façon pas la peine d'être gardées. J'ai bu une gorgée de vin et j'ai regardé les lumières de la ville. La vie était belle, paisible, exactement ce dont j'avais besoin depuis le début. Et quelque part, 40 personnes qui avaient applaudi la cruauté d'une femme avaient appris une leçon précieuse sur la différence entre l'émancipation et l'humiliation, sur les conséquences de transformer la douleur de quelqu'un en votre divertissement. J'espère qu'ils s'en souviendront la prochaine fois que quelqu'un leur demandera d'être le public du drame de quelqu'un d'autre. Quant à moi, j'en avais fini d'être le personnage secondaire de la vie de quelqu'un. Ma vie m'appartenait de nouveau. Libre de la manière qui compte vraiment. Pas libre de tout